Le cancer en prévention, c'est important de se rappeler les chiffres. C'est 50 personnes par jour qui meurent du cancer, 100 nouveaux cas diagnostiqués chaque jour. Le cancer chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle une origine monoclonale. Vous avez centaines de milliers de milliards de cellules d'un corps humain et vous n'avez besoin que d'une seule cellule qui devient anormale pour développer un cancer. C'est ce qu'on appelle monoclonal. Cette cellule-là, au fil du temps, va évoluer et va donner une masse quand un cancer est détecté en clinique à 1 cm3. La grosseur du bout de votre doigt, c'est 1 milliard de cellules cancéreuses. Cette cellule-là qui a donné naissance à 1 milliard de petites filles n'a pas fait ça overnight. Ça a pris des années et des décennies. Et ce que la recherche a montré dans les 20 dernières années, c'est que pour qu'une cellule tumorale donne un cancer cliniquement déclaré, ça va nécessiter des années et des décennies avant que le cancer ne se déclare. Le cancer qui vous apparaît à 50, 60, 70 ans, vous avez commencé à le faire pousser à l'intérieur du tissu où il se développe quand vous aviez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Malheureusement, en oncologie, en Occident, dans les 50 dernières années, on n'a focalisé que sur le traitement. On a quelques semaines, quelques mois d'intervention, alors qu'ici, on a une période d'intervention qu'on appelle la prévention qui s'étend sur des décennies et il faut mettre de l'emphase là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on forme des tumeurs? Je vous rappelle que ça, c'est le nombre de fois que vos cellules vont se diviser dans votre corps pendant votre vie. Même Bill Gates n'a pas ça dans son compte en banque. C'est des milliers de milliards de fois. Même avec un taux de mutation inférieur à 1 millionième de cellules, il a été calculé en recherche qu'un corps humain en santé produit 1 million de cellules précancéreuses par jour. Moi, ce qui m'étonne comme chercheur en oncologie, ce n'est pas que 40 % de la population fasse des cancers, c'est que ça ne soit pas 100 % de la population quand on regarde ces chiffres-là. Et quand on regarde une cellule cancéreuse, quand on regarde le karyotype de cellules cancéreuses, si on regarde une cellule du côlon, une cellule normale, c'est 23 paires de chromosomes. Toutes vos cellules ont 23 paires de chromosomes et ce sont des paires. Donc, là, il y a 2 paires, il y a une paire de 2 chromosomes et ainsi de suite. Quand vous avez une cellule cancéreuse du même tissu, ce n'est pas un gène qui est muté. C'est une catastrophe au niveau chromosomique. On appelle ça l'aneuploïdie. Il y a des chromosomes qui sont complètement absents. Il y a des chromosomes qui sont en quadruplicata plutôt qu'en duplicata. Il y a des chromosomes de cellules qui sont en 8, 16 exemplaires. Ce n'est pas une mutation qui donne le cancer. C'est une cascade de mutations qui va entraîner un désordre chromosomique majeur. C'est la raison pour laquelle on a de la difficulté à traiter le cancer lorsqu'on cible un seul gène. Le cancer, c'est un désordre chromosomique extrêmement important et c'est lié au fait que la majorité des mutations qui vont vous donner un cancer, les cancers augmentent de façon exponentielle en haut de 50 ans. Les cancers pédiatriques, c'est une rareté. Moins de 1 % des cancers dans une population, dans n'importe quel pays, sont pédiatriques. 99 % des cancers sont chez l'adulte et ils augmentent de façon exponentielle avec l'âge. Mais la majorité des mutations qui vont vous donner un cancer plus tard, vous les avez déjà à la fin de l'adolescence à cause de l'incroyable division des cellules pendant l'enfance et l'adolescence. L'incidence du cancer augmente de façon exponentielle en haut de 50 ans, mais les mutations qui vous donnent ces cancers-là, vous les avez acquises très, très tôt. En pratique, on le sait parce que lorsqu'on fait des grandes études avec des gens qui sont décédés de crise cardiaque, d'accidents de la route, de diabète ou d'Alzheimer, puis qu'on fait des coupes de tissus, puis qu'on cherche dans les tissus des cellules précancéreuses chez des gens qui sont décédés de causes non cancéreuses, que la recherche a monté hors de tout doute, c'est que chez une population de n'importe quelle femme à travers le monde, 40 % des femmes en haut de 40 ans ont des microtumeurs dans les seins. 40 % des hommes ont des microtumeurs de la prostate. 100 % de la population a des microtumeurs dans la thyroïde en haut de 40 ans. 74 % des gens en santé ont des lésions précancéreuses dans le pancréas. Je vais vous donner un exemple encore pire. Pour la leucémie myéloïde chronique, il y a une mutation qui est bien identifiée qu'on appelle la mutation BCR-ABL. C'est une fusion de 2 oncogènes. Si la prévalence de la leucémie myéloïde chronique dans la population, c'est inférieur à 1 %. Moins de 1 % des gens vont développer des leucémies myéloïdes chroniques. Mais si vous mettez au coin de la rue Sainte-Catherine et que vous faites des prises de sang à 100 personnes qui vont passer sur le coin de la rue ce midi, puis que vous cherchez la mutation BCR-ABL, le tiers des gens qui passent sur la rue ont des mutations BCR-ABL.
Fait que de toute évidence, la présence des mutations n'est pas le diagnostic d'un cancer cliniquement déclaré. Il y a d'autres choses qui font qu'on peut avoir des mutations, mais ne pas avoir de cancer. Et on le sait dans les études populationnelles, il y a 3 niveaux de preuve. La première preuve, c'est les migrations de population. La prévalence du cancer du sein chez les Japonaises est ici. Chez les Nord-Américaines qui vivent à Hawaï ou à Los Angeles ou à Montréal, c'est 6 fois plus de cancer du sein. Vous me dites c'est génétique, les Japonais ont une meilleure génétique. Non, parce que quand les Japonaises migrent en Occident, leur taux de cancer du sein quadruple. Si le taux de cancer du sein quadruple, ça nous indique que 75 des cancers du sein sont associés au mode de vie. Et on a la même chose avec la prostate. Le taux de cancer de la prostate chez les Japonais décuple lorsque les Japonais migrent en Occident. De toute évidence, les études de population nous montrent que le mode de vie joue un rôle majeur dans l'explosion des cancers. Et on le sait, chinoises, coréennes, japonaises, philippines, leur taux de cancer en vert, c'est dans leur pays d'origine. Quand ces femmes-là migrent en Occident, leur taux de cancer double, triple, quadruple et quintuple. Donc, c'est comme ça, dans les années 80, que pour la première fois dans l'histoire de l'oncologie, on a conclu le cancer, la façon dont nous vivons influence la façon dont nous mourrons à un certain niveau. Le deuxième niveau de preuve, c'est les enfants adoptés. Une grande étude publiée dans le New England Journal of Medicine, faite avec des milliers d'enfants adoptés. Si on regarde si les parents biologiques qui ont transmis leurs gènes à leurs enfants ont fait un cancer avant 50 ans, il y a un 20 d'augmentation du cancer chez les enfants adoptés. Donc, il y a une transmission héréditaire du cancer, mais de l'ordre de 20 Si les parents d'adoption qui n'ont aucun lien biologique avec les enfants adoptés ont fait un cancer avant 50 ans, c'est 500 d'augmentation de cancer chez les enfants. Ça, c'est publié dans le New England Journal of Medicine avec des milliers d'enfants adoptés. Troisième niveau de preuve, c'est un niveau de preuve chez les jumeaux identiques versus les jumeaux identiques. Les jumeaux identiques ont exactement les mêmes gènes, pas juste les mêmes gènes, les mêmes introns, les mêmes exons, les mêmes chromosomes. Si les jumeaux identiques font un cancer, il y a 20 plus d'augmentation de cancer chez les jumeaux identiques par rapport aux jumeaux non identiques qui n'ont pas la même homologie génétique. Ces 3 niveaux de preuve-là ont amené les agences de santé publique à la conclusion que le cancer, aujourd'hui, on estime que 25 c'est la part du hasard. Strictement la part du hasard liée aux divisions cellulaires aléatoires, à toutes sortes de facteurs qu'on ne contrôle pas. Et 75 c'est associé au mode de vie. Tabac, rayons ultraviolets, mauvaise alimentation, obésité, alcool et inactivité physique. En fait, la prédisposition héréditaire, tous les cancers sont génétiques, mais il faut distinguer héréditaire qui est transmis par les parents de génétique causée par les gènes. Tous les cancers sont génétiques, mais très peu sont héréditaires. L'hérédité, c'est la graine. Et une graine que vous n'exposez pas à la bonne terre, à la bonne quantité d'eau et à la bonne lumière ne donnera pas de plantes. Une prédisposition héréditaire à développer une maladie chronique, incluant la majorité des cancers, que vous n'exposez pas au tabac, à la mauvaise alimentation, au manque d'exercice et ainsi de suite, n'évoluera pas en cancer cliniquement déclaré. C'est ça qui est clair et net, les études le montrent. En fait, les mutations peuvent être d'origine héréditaire, transmises par les parents. Elles peuvent être d'origine comportementale. Premier, c'est le tabac. Le tabac est l'agent mutagénique le plus puissant. Le deuxième, c'est les ultraviolets. Donc, dans votre comportement, vous pouvez induire des mutations et elles peuvent être aléatoires, simplement acquises par la division des cellules pendant que vous grandissez. Ça, c'est ce qu'on appelle la graine. Ces mutations-là, lorsqu'elles sont exposées à un mode de vie permissif ou hostile, vont permettre aux cellules qui contiennent ces mutations-là de se développer de façon préférentielle et d'évoluer vers un cancer cliniquement déclaré. C'est comme ça qu'on explique le cancer aujourd'hui, une prédisposition héréditaire de 20 modulée par un mode de vie de 80 Et quelle que soit votre hérédité, mauvais gène ou bon gène, mauvais gène, mauvaise habitude, courte espérance de vie, mauvais gène, saines habitudes, augmentation de l'espérance de vie, bon gène, mauvaise habitude, bon gène, saines habitudes, quelle que soit votre prédisposition héréditaire, même avec BRCA1, BRCA2, les 2 pires oncogènes pour le cancer du sein, on observe une augmentation de l'espérance de vie lorsqu'on adopte une attitude, des comportements de survie. Et le World Cancer Research Fund, qui a été l'organisme au monde avec l'American Institute for Cancer Research, qui a compilé 400 000 études. Je vais le répéter, là, 400 000 études. On n'est pas dans l'opinion, là. Ça a pris 10 ans à faire ça. Quand j'ai écrit mon premier livre en 2005, c'était à partir des recommandations
du World Cancer Research Fund. Il y a 10 recommandations. La première n'est pas du World Cancer, parce qu'on le sait depuis 50 ans, c'est le tabac. Vous voulez prévenir le cancer, arrêtez de fumer, cancer du poumon, cancer de la vessie, cancer du pancréas, toutes sortes de cancers, c'est une réduction absolument spectaculaire. 90 des cancers du poumon, c'est le tabac. C'est un étage d'oncologie, étage du cancer du poumon, 9 patients sur 10 couchés dans le lit, c'est des ex-fumeurs. Donc, si vous voulez arrêter, si vous voulez faire changer quelque chose dans votre vie, si vous fumez, la première chose, la plus importante, c'est d'arrêter de fumer. Et la recherche des 400 000 études, là, les 9 autres recommandations viennent du World Cancer Research Fund, de 400 000 études. La deuxième recommandation, c'est soyez aussi mince que possible, avec un indice de masse corporelle, tenez-vous bien, inférieur à 23. Même en diabète, on ne descend pas là. Recommandation du World Cancer Research Fund sur 400 000 études, be as lean as possible, avec un body mass index, avec un indice de masse corporelle entre 21 et 23. La troisième, limiter la viande rouge à 500 grammes semaine. Augmenter votre consommation de végétaux, 7 à 10 portions de végétaux. 60 des Canadiens ne le font pas. Faites actif physiquement 30 minutes par jour. Limitez l'alcool, limitez le sel. Protégez-vous des ultraviolets. N'utilisez pas de suppléments pour prévenir le cancer. Et la dixième, la plus importante pour vous autres aujourd'hui, si vous êtes un survivant du cancer, appliquez les mêmes recommandations en prévention des récidives qu'en prévention primaire. C'est la première fois qu'une agence de santé publique fait ça. Si vous êtes un survivant du cancer, appliquez ces recommandations-là. Et le World Cancer a fait une étude avec des femmes auxquelles on présentait les recommandations. Bien, si vous n'appliquez aucune recommandation puis que vous êtes une femme, vous ne suivez aucune des recommandations, votre risque de cancer est ici. Si vous suivez une des 10 recommandations, ça baisse de 40 %. Et quand vous êtes à 5 recommandations, on a 60 % de réduction du cancer du sein. On ne parle jamais de 100 % lorsqu'on parle de prévention. Même en thérapie, ça n'existe pas 100 %. En médecine, votre variabilité phénotypique, génotypique, votre polymorphisme génétique fait qu'il n'y a jamais de 100 %. On est dans des pourcentages. Mais plus encore, pour les patients qui ont un cancer du sein, de la prostate, du poumon, du côlon, des grands cancers, on a maintenant des grandes études populationnelles. Ça, c'est des données qui ont été obtenues ici à l'Hôpital général juif. Patients avec les cancers de la prostate, vous les suivez pendant 10 ans, à hausse du risque de mortalité, vous avez un poids normal, votre risque est ici, vous êtes en surcharge de poids, 50 % d'augmentation des récidives, de mortalité, et vous êtes carrément obèse, c'est 150 % d'augmentation de mortalité chez les patients qui avaient un cancer de la prostate. Ça, c'est une diapo importante. Vous êtes beaucoup de femmes ici dans la salle. Ça, c'est des grandes études. Moi-même, j'ai fait le saut quand on a compilé ça. C'est des extraits de notre dernier livre, Prévenir le cancer. Chaque ligne ici, c'est une publication dans le New England Journal of Medicine, dans le British Journal of Cancer. Facteurs pour les patientes. Ça, c'est tout, sans exception, toutes ces études-là, ce n'est pas en prévention primaire, c'est prévention des récidives. Chaque ligne, c'est une étude. On prend 4 482 femmes. On les suit pendant 10 ans. Ils ont tous eu un cancer du sein, ils ont été traités, ils ont été opérés, ils ont eu de la chimio, ils ont eu de la radio. 4 482 femmes. Celles qui font de l'exercice physique, c'est 50 % de réduction des récidives, des décès par le cancer du sein. À l'opposé, excès de poids corporel, 1 254 femmes, 50 % d'augmentation des décès. Consommation de fruits, légumes, grains entiers, 2 522 femmes, 30 % de diminution des récidives de cancer du sein. Consommation de soja, ça c'est faux ce qui est dit par certaines personnes. La consommation de soja dans les dernières études, 11 200 femmes, c'est 25 % de diminution des récidives de cancer du sein. Il n'y en a pas d'ambiguïté. Consommation d'aliments riches en lignane, 1 122 femmes, 75 % de diminution des décès. Consommation de crucifères, 50 % des diminutions des décès. Augmentation de 360 % des récidives de cancer du sein chez les femmes qui ont une alimentation de type occidental, viande rouge, charcuterie, graisse saturée et ainsi de suite. Alimentation riche en gras trans, 4 400 femmes, 78 % d'augmentation des décès toutes causes. Donc, si on a eu un cancer, il y a des choses qu'on peut faire de façon claire et nette, documentées dans des études. Une étude avec 512 femmes qui avaient un cancer du sein, 73 % d'augmentation des décès dus au cancer du sein chez les femmes qui avaient un niveau de circulation plasmatique de vitamine D inférieur aux recommandations. Cause du cancer, le premier, c'est le tabac. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est une façon assurée de mourir lorsqu'on fume. Et en jaune, c'est l'augmentation de la quantité du tabagisme, l'évolution du tabagisme dans les depuis le début. Au début du 20e siècle, le cancer du poumon, c'était une rareté. Les premiers cas de cancer du poumon qui sont apparus dans les années 40, tout le monde a fait le saut parce que c'est un cancer qui était très rare lorsqu'on n'a pas de fumeurs. Le cancer chez les hommes a augmenté,
très rapidement et les femmes ont commencé à fumer en commençant à travailler dans les années 60 et on observe maintenant, c'est un des cancers qui a augmenté de la façon la plus spectaculaire dans les 40 dernières années, l'évolution du cancer du poumon chez les femmes parce que les femmes ont commencé à fumer décalé des hommes. Mais je veux vous rappeler sur ce graphique-là, regardez ici, même avec le pire agent mutagénique connu, la fumée de tabac, on observe un décalage de 20-30 ans entre le début du tabagisme et l'apparition du cancer du poumon. Même avec le pire agent mutagénique connu, le corps est capable de se défendre pendant 20 ans avant qu'on observe une tumeur cliniquement déclarée. C'est la même chose avec les ultraviolets. Les ultraviolets, l'exposition à un temps donné va vous donner un cancer de la peau 20 ans, 30 ans plus tard. Alors, c'est le cancer du poumon qui est évidemment le plus augmenté par le tabac, mais le cancer du larynx, des voies aérodigestives supérieures, larynx, pharynx, bouche, langue, et ainsi de suite, la vessie, le rein, tout ça, c'est augmenté par le tabac. La chose la plus importante, c'est vraiment d'arrêter de fumer. La deuxième cause de cancer, c'est le surpoids. Les études l'ont clairement montré. L'explosion d'obésité, ça s'est fait dans les années 80. En 89, au Mexique, il y a 10 de la population en surcharge pondérale. En 2000, c'est 60 En 11 ans, on a multiplié par 6 fois la surcharge pondérale dans les populations à l'échelle dans des pays comme ça. Donc, évidemment, le diabète de type 2 qui dépend à 90 de la surcharge de poids a augmenté de 700 pendant la même période. En 90, on avait des grosses TV et des bédaines plates. En 2008, on a des écrans plats et des grosses bédaines. C'est dans ce temps-là que ça s'est fait. Le switch s'est fait dans ce temps-là. C'est le type de diapo que je ne pouvais pas présenter à Ken Pye pour des sortes de raisons. En pratique, si vous avez un poids santé, ce n'est pas compliqué, c'est que vous dépensez des calories que vous consommez. Ce n'est pas compliqué, c'est de la biochimie 101, c'est de la physiologie 101. C'est pas compliqué. Éviter les diètes, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, c'est qu'on a augmenté notre apport d'aliments à haute densité calorique, comme les boissons gazeuses, puis on a arrêté de bouger. Chaque boisson gazeuse, c'est 150 calories. 150 calories, c'est 40 minutes de marche. Un coke le matin, un coke l'après-midi, madame, 1h30 de marche avant de vous coucher ce soir, juste pour brûler ces 2 petites boissons gazeuses-là. Fait que c'est pas le foie gras, puis le saumon fumé, puis les excès que vous faites à l'occasion. C'est ce que vous faites au quotidien qui est responsable de l'éclosion de l'épidémie d'obésité. Il faut bouger, puis c'est plus facile de réduire ça que d'augmenter ça. Alors, on ne fait pas du sport pour maigrir, la façon de maigrir, c'est de diminuer notre apport calorique total. Donc, l'obésité, c'est vraiment un facteur de risque majeur pour le cancer. On a développé dans les dernières années, le cerveau est dépendant au sucre. Les neurones se nourrissent de glucose. Dans la nature, le sucre est très rare. On a donc une prédisposition évolutionnelle, biochimique et physiologique à aimer le sucre et l'industrie a exploité ces faiblesses-là que nous avons d'un point de vue biologique pour le gras, le sucre, le sel, 3 produits très rares dans la nature pour nous rendre accoutumés à ces produits-là. Les complications médicales causées par l'obésité sont absolument hallucinantes. Après le tabac, c'est la première cause de maladie chronique. En fait, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'obésité dans les pays industrialisés est en train de remplacer le tabac comme première cause de morbidité et de mortalité. Et l'obésité, la surcharge de poids s'est associée dans des grandes études, augmentation du risque de cancer de l'esophage, de la thyroïde, du côlon, du rein, du mélanome, du myélome, de la leucémie, du pancréas. Cancer de l'endomètre a augmenté de 60 chez les femmes qui sont en surcharge de poids. 60 des femmes qui ont des cancers de l'endomètre sont en surcharge pondérale. Et même la glycémie à jeun, même un syndrome prédiabétique, ça, c'est des données très récentes de 2012. Si vous avez une glycémie à jeun à 5,6, votre risque de mortalité associé au cancer est ici. Aussitôt que vous augmentez légèrement votre glycémie à jeun, bien, vous avez une augmentation jusqu'à de 100 d'augmentation chez les glycémies à jeun par mortalité par cancer. Troisième facteur de risque, viande rouge. Le Japon est un excellent exemple de ça. Vous savez que je collectionne les armures de samouraï, les sabres de samouraï, ceux qui sont visités ma collection en Pointe-à-Calière. Je suis allé au Japon plusieurs fois dans ma vie. En 80, le Japon, c'est 100 japonais. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas manger un spaghetti boulette de viande au Japon, ça n'existe pas. Tout est japonais. En 80, le taux de cancer du côlon au Japon est 1/3 de ce qu'il est en Occident. La consommation de viande a augmenté de 700 au Japon dans les 30 dernières années. Et le cancer du côlon, qui était le plus faible au monde, est maintenant rendu le plus élevé au monde.
Alors, c'est pour vous dire que le mode de vie peut jouer un rôle majeur dans votre prédisposition à développer certains types de cancers. À l'opposé, les végétaux vont avoir un effet protecteur contre certains autres types de cancers. La présence de certaines molécules dans certains végétaux est associée à une réduction statistique du risque de cancer. La consommation, ce n'est pas tous les végétaux qui protègent de certains cancers, c'est certains végétaux contre certains cancers. Et des grandes études, 74 000 personnes suivies pendant 10 ans, ceux qui consomment 3 portions de légumes de la famille des choux, choux-fleurs, brocolis par semaine, c'est des réductions de 40-50 pour le cancer de la vessie et du poumon. C'est des études populationnelles, ça, avec des êtres humains. Ce n'est pas des études en laboratoire. On a isolé de ces aliments-là des molécules qui ont des propriétés anticancéreuses et c'est la consommation de certains végétaux associés à la réduction de certains cancers. Regardez, le deuxième tueur au Canada, c'est le colorectal. 69 000 personnes suivies pendant 10 ans. Ceux qui consommaient 3 petites tasses de thé vert par jour, c'est 57 de réduction du cancer colorectal. On n'est pas dans l'approximation, on est dans l'efficacité. L'exercice est un autre facteur. L'exercice en soi, 30 minutes par jour, c'est 25 à 30 de réduction du cancer du côlon, du sein, de l'utérus, du poumon et de l'ovaire. Donc, c'est des impacts majeurs. L'exercice joue un rôle majeur, pas juste en diminuant la viscosité, mais en jouant sur le système immunitaire, sur l'inflammation, sur votre réponse à l'insuline, sur votre intolérance au glucose. L'exercice a un effet métabolique extrêmement important. La sédentarité est la pire. L'alcool, je vous rappelle que la synergie tabac-alcool, c'est la pire. Augmentation du risque de cancer de la cavité buccale chez les non-fumeurs, chez les fumeurs. Si vous fumez, ne buvez pas. Si vous buvez, ne fumez pas. Cette synergie-là, pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est malheureusement la pire combinaison qui existe. Je vais sauter ça. Le sel est un facteur de risque associé au cancer, mais essentiellement le cancer de l'estomac. On le sait parce que les pays qui sont les plus grands consommateurs de sel, le sel favorise la prolifération de la bactérie Helicobacter pylori qui est associée à l'augmentation du cancer de l'estomac. Les rayons ultraviolets sont un facteur majeur de risque de cancer de la peau. On le sait depuis longtemps, le risque de mélanome durant la vie a augmenté de façon hallucinante dans le dernier siècle, associé au fait qu'on va maintenant dans les pays chauds, qu'on a des salons de bronzage. Il faut donc ajouter la protection contre les ultraviolets comme un facteur de protection du cancer. Alors, merci de votre attention.